propose ma candidature. Je présente devant le candidat à l'élection. On a fait vers l'Élysée. Se lancer dans la campagne présidentielle. Heureux de vous retrouver, heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de France 2012. À 40 jours de l'élection présidentielle française, nous allons recevoir des personnalités politiques, candidates ou soutiens de candidats à cette même consultation. Émission que nous réalisons en liaison avec l'agence France Presse et lepetitjournal.com qui s'adresse aux expatriés français établis donc hors de France. Première personnalité, Laurent Fabius. Merci d'être des nôtres, Laurent Fabius, ancien Premier ministre français. Vous soutenez aujourd'hui François Hollande. Peut-être dernière enquête d'opinion il y a quelques heures qui montre un resserrement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que le doute, est-ce que l'angoisse change de camp ? Je ne crois pas. Il faut rester bien sûr très prudent parce que, par définition, l'élection n'a pas encore eu lieu et les sondages, ce n'est pas l'élection. Mais jusqu'à présent, il y a une très forte majorité qui souhaite le changement en France et qui notamment au deuxième tour, voilà, on voit que François qui souhaite Hollande l'élection de François Hollande. En même temps, il faut continuer à travailler, expliquer les propositions et ne pas considérer que ce soit acquis. Alors, naturellement, nous aimons ici interroger les candidats ou leurs représentants sur le programme international. Je vais vous dire que j'étais un peu embêté parce que, en ce qui concerne le Parti socialiste, dans la déclaration de François Hollande, il n'y avait pratiquement rien sur l'international. C'est un oubli ? Non, ce n'est pas exact. Les propositions de François Hollande, les 60 propositions qu'il a faites et qu'il a rendues publiques, comporte des éléments importants, et on va y revenir si vous voulez, bien sûr, sur l'international, parce que aujourd'hui, j'allais dire que tout est international, et donc évidemment, François Hollande prend cela en considération. D'autre part, à la fin de la semaine, François Hollande interviendra sur les questions européennes, et un petit peu plus tard, il aura un séminaire particulier, une expression sur l'ensemble des questions internationales. Mais on peut dire qu'elles sont très présentes. Alors, vous êtes une personnalité politique française connue, importante, je le disais il y a un instant. Votre engagement aux côtés de François Hollande a naturellement retenu l'attention. Vous connaissez bien ces deux hommes, vous vous êtes fréquentés, connus, parfois vous avez été en distance. Je vous propose de voir avec Pierre Marlet, notre collègue de la radio-télévision belge d'expression francophone, la RTBF, ce portrait croisé rappel de quelques années de compagnonnage avec François Hollande. Il y a parfois de ces coïncidences. Regardez bien ce slogan d'il y a 5 ans. Déjà, la France forte. Évidemment, elle est aussi solidaire. Socialisme oblige. À l'époque, Laurent Fabius se voyait candidat du PS à la présidentielle. Mais les militants lui préféreront Ségolène Royal, celle qui était alors l'épouse de François Hollande. Hollande-Fabius, c'est clair, ça n'a pas toujours été le fol amour. Voyez plutôt. Nous ne signerons pas le texte de la Constitution qui a été rejeté par les Français. Comment un dirigeant socialiste pourrait ne pas tenir compte du vote militant aussi? Tout se tient. Laurent Fabius incarnait alors le non-référendum sur la Constitution européenne. Une question qui déchira le parti, car le patron de l'époque, François Hollande, n'a pas réussi à imposer une discipline de parti. Le PS défendait officiellement le oui, mais pas Fabius. Le 29 mai, ou bien on vote pour l'Europe libérale, c'est ce que veut faire M. Sarkozy, ou bien on vote pour l'Europe sociale. À ce moment-là, il faut dire non à cette Constitution. Et c'est là le point central. Nicolas Sarkozy, que Laurent Fabius vient de retrouver sur un plateau télé. Le candidat de la France forte d'aujourd'hui a bien sûr pris soin de lui rappeler quelques amabilités prononcées autrefois. C'est parce que je voulais garder le débat à une certaine hauteur que je n'ai pas cité ce que vous avez dit sur François Hollande quand vous le compariez à une fraise des bois. Je ne suis pas sûr que lui-même appréciait énormément. L'histoire a parfois de ses soubresauts. Qui aurait pensé que ce François Hollande, otage des luttes intestines du PS, deviendrait un jour le plus grand espoir de victoire socialiste depuis Mitterrand? Alors que celui qui fut le plus jeune Premier ministre de France avait sans doute imaginé que les plus hautes destinées lui étaient promises. Voilà, on parle peut-être parfois toujours trop. Comment est-ce que vous voyez ce portrait croisé qui résume vos parcours? Il y a eu des décalages, vous n'avez pas hésité à vous engager à ses côtés? Bien sûr. Ça fait très longtemps que nous nous connaissons avec François Hollande. Nous sommes tous les deux socialistes. Il y a eu des moments où nous avons travaillé très près ensemble et des moments où nous nous sommes affrontés. Et il y a eu les primaires socialistes. François Hollande a été désigné de manière très brillante. Et donc la question était toute simple, à la fois pour lui et pour moi.
Est-ce que moi, je souhaitais le soutenir une fois qu'il avait été désigné par les primaires, et est-ce que lui le souhaitait aussi? Et notre réponse à tous les deux a été immédiatement oui. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'une part, nous considérons que M. Sarkozy n'a pas été un bon président, qu'il faut en changer, et d'autre part, parce que la personne qui peut maintenant représenter l'alternance pour la France, c'est François Hollande. Et je dois dire, quitte à désoler M. Sarkozy et quelques autres, que nous travaillons extrêmement bien ensemble, que je suis heureux. Mieux qu'il y a 5 ans, derrière Ségolène Royal, peut-être le parti est mieux uni. Oui, le Parti socialiste est totalement uni. Et puis, plus généralement, il y a beaucoup de gens, sans être socialistes, qui sont unis autour de cette volonté de changement. Donc, ça se passe extrêmement bien. Et l'autre jour, je m'affrontais à M. Sarkozy, qui voulait, avec ses petites fiches, dire une chose et une autre. J'ai un peu manqué, je dois dire, ça arrive parfois de présence d'esprit. J'avais envie de lui dire, mais c'est vrai que nous avons eu quelques difficultés, parfois avec François Hollande, mais moi, à la différence de vous, je n'ai jamais traité M. Juppé de fou. Ce qui fait la différence. Alors, nous allons essayer de recevoir, nous allons le faire sur ce plateau, différents journalistes internationaux. Nous irons dans des bureaux de l'AFP. Et premier regard, nous allons nous rendre à Genève en direct avec Darius Rochebin sur son plateau de la radio-télévision suisse. Bonjour Darius. Bonjour Philippe Dessin, bonjour Laurent Fabius. Bonjour monsieur. Alors, peut-être vous avez donc suivi notre discussion. Quelles questions, quel regard aimeriez-vous apporter, puisque face à vous se trouve donc Laurent Fabius, vu depuis Genève, donc un point de vue évidemment non franco-français. On m'envoie le son de la régie à Genève, est-ce qu'on peut l'enlever ? Ne vous inquiétez pas. Ouais. Pardon, est-ce qu'on peut régler ce problème de son ici ? Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous entends, pardon, à Paris. Vous m'entendez ? Voilà. Alors, je vais reprendre. Voilà. Nous allons donc nous rendre sur le plateau de la radio-télévision suisse à Genève, retrouver Darius Rochebin sur son plateau. Alors, vous avez entendu le début de cette émission. Quelles sont les questions, Darius, que vous aimeriez poser depuis Genève à Laurent Fabius et peut-être au groupe représenté donc par François Hollande? Alors, bonjour Philippe Dessin, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors, vu de Suisse, il y a plusieurs questions qui se posent. Ce qui frappe beaucoup, peut-être, c'est la proposition de François Hollande de cette taxation à 75% des plus riches, ceux qui ont plus d'1 million d'euros de revenus. On a l'impression que vous allez pousser beaucoup de gens ici en Suisse, beaucoup d'exilés fiscaux. Vous allez voir du monde, Darius, vous allez voir du monde franchir la frontière. On dirait. Alors, je peux peut-être répondre. Il y a une réforme fiscale d'ensemble qui est proposée par François Hollande. Quand on constate ce qu'est la fiscalité française jusqu'à présent, c'est une fiscalité très injuste, vous le savez, à la fois qui n'est pas bonne vis-à-vis des entreprises, pas bonne vis-à-vis des particuliers. Donc nous voulons changer cela. Et il y a une disposition particulière qui a été proposée par François Hollande quand il a vu que les grands patrons du CAC 40 s'étaient augmentés en moyenne de 34%. La proposition est faite pendant une période exceptionnelle où nous avons besoin d'une solidarité exceptionnelle, qu'au-dessus de 1 million d'euros de revenus par an, il y ait une taxation plus forte. Mais, je le répète, c'est uniquement à titre exceptionnel et au-delà d'1 million d'euros. Mais le taux moyen, comme disent les spécialistes, reste très inférieur à cela. Darius ? Monsieur Fabius, il n'y a pas que les grands patrons du CAC 40. Sur ce plateau, ici à Genève, il y a quelques jours, il y avait un artiste, je ne vais pas citer son nom, artiste français, qui gagne plus d'1 million d'euros, mais il y a beaucoup de footballeurs, de champions, etc. Il disait, si François Hollande gagne, je pars. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des revenus très importants, puisque ce sont ceux-là dont on parle. Ce n'est pas l'ensemble de la population, c'est quelques centaines de personnes, quelques dizaines de personnes. Il y a beaucoup de ces personnes qui comprennent que dans un moment où la situation est très difficile, puisqu'il y a des déficits massifs en France, situation commerciale est très mauvaise, enfin on va en parler peut-être, il est normal qu'il y ait un effort de solidarité. C'est une espèce de réflexe patriotique. Beaucoup de gens le comprennent. Peut-être certains ne le comprennent pas. Darius ? On a l'impression quand même d'un fond idéologique, il y a ce mot terrible de François Hollande,
c'est pas seulement François Mitterrand qui parlait des forces de l'argent. Il a dit « je n'aime pas les riches, je n'aime pas les riches ». Il y a un côté Saint-Just il est qui revenu, choque, comme vous le savez, sur cette formule il y a quelques mois. Elle était malheureuse. En disant, j'aurais peut-être dû m'exprimer autrement. Mais le fond de l'affaire, il est quoi ? Bon, évidemment, l'objectif n'est pas d'augmenter massivement les impôts. Personne ne souhaite ça, en tout cas pas nous. Bon. Mais c'est quand même le signal que ça donne. Pardon. Mais vous avez en France, vous le savez certainement, une situation financière à l'issue du quinquennat Sarkozy qui est extrêmement mauvaise. Nous avons, depuis 5 ans, augmenté notre endettement de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que si nous gagnons les élections, il faudra trouver, pour rembourser nos dettes, chaque jour, je dis bien chaque jour, monsieur, 500 millions d'euros. Il faudra aussi redresser le déficit commercial. Puisque là où l'Allemagne a 150 milliards d'excédents, nous avons 64 milliards de déficit. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire des efforts. Et il est normal que l'on demande à tout le monde des efforts, mais des efforts peut-être un peu plus importants aux gens qui ont la chance d'avoir les plus gros revenus. Voilà. Laurent Fabius, un mot encore peut-être personnel. Vous savez que ici en Suisse, comme partout dans le monde, vous êtes très repéré. Je crois que vous étiez Premier ministre à 37 ans, c'est bien ça. Oui. Vous avez été dans tous les plus grands postes, au budget, etc. François Hollande n'a à peu près rien été. Est-ce que ça reste pas quand même un terrible handicap ? Vous l'aviez dit vous-même, on vous cite souvent cette phrase, mais enfin elle est quand même de vous, quand vous dites « vous imaginez François Hollande président, on rêve ». Alors, vous l'avez dit, vous l'avez pensé. Soyons précis, cette formule a été utilisée à un moment où le candidat vraisemblable pour tout le monde était Dominique Strauss-Kahn. C'est tout à fait une autre période, c'était il y a 1 an. Bon, maintenant, sur le fond de votre question. Enfin, vous l'avez dit, quoi. Sur le fond de votre question, François Hollande n'a jamais été ministre. Il a été premier secrétaire, donc dirigeant, le grand dirigeant du Parti socialiste pendant 10 ans. Et à ce titre, il a travaillé avec nous tous. Premier point. Deuxième point, j'ai quelques exemples fameux, je ne veux pas être trop flatteur pour François Hollande, de personnes qui n'avaient jamais été ministres et qui ont fait d'excellents présidents. Aux États-Unis, vous voyez à qui je pense. Président Obama. Obama oui. Dans David Cameron, ne partage pas ses idées, mais c'est un homme tout à fait estimable, n'avait jamais été ministre avant d'être chef du gouvernement. Donc, je ne crois pas que ce soit une règle absolue. Et puis, dernier point, vous avez eu la gentillesse de dire que, par exemple, moi-même, j'avais exercé de hautes fonctions, je ne suis pas le seul. François Hollande a bien l'intention que ce soit une équipe. Alors, lui est un chef d'équipe, mais il y a une équipe autour. C'est une différence avec M. Sarkozy. Laurent Fabius, les Suisses et les Français, chacun a ses préjugés, ses clichés. Quand même, les Suisses viennent de se refuser à eux-mêmes 6 semaines de vacances. Ils ont l'impression beaucoup ont l'impression que nous sommes des fourmis et que vous êtes des cigales, entre autres par la faute de la gauche, des 35 heures, qui font que les Français travaillent 1 mois et demi, c'est énorme, 1 mois et demi par année de moins que des Suisses ou des Allemands en ces temps de crise. Ce n'est pas exact. Quand vous regardez, ce sont les chiffres de l'OCDE que je cite, quand vous regardez la durée du travail annuel, c'est ça qui compte, la durée du travail annuel, comparant avec la France et l'Allemagne, ce sont les 2 pays qu'il faut comparer, la durée moyenne du travail en France est supérieure à la durée des Allemands. Vous savez qu'en Allemagne, la durée moyenne... On ne compte pas pareil en Suisse, alors. Pardon ? En Allemagne, non, mais prenons des pays de taille comparable. Bon, en Allemagne, on est en dessous des 35 heures, contrairement à ce qu'on dit. Alors, ce qui est important, c'est quoi ? Ce qui est important, et là on est au fond du sujet, c'est que la France arrive à retrouver un dynamisme économique, un dynamisme de recherche, un dynamisme d'innovation que malheureusement elle a perdu. Monsieur Sarkozy nous dit tout le temps c'est la faute à la crise. Mais savez-vous qu'il y a 5 ans, l'Allemagne et la France étaient à peu près au même niveau. Aujourd'hui, vous avez en Allemagne 2 fois moins de chômeurs qu'en France et un excédent commercial qui est de 150 milliards alors qu'en France, il est de 64 milliards. Ça veut dire qu'il faut changer la politique. Je ne dis pas que c'est facile, que ce soit avec François Hollande ou avec un autre. Mais il faut absolument en France qu'on reprenne un peu de force. Et on va parler maintenant de politique internationale, j'imagine. Le grand problème, c'est que depuis 5 ans, la France s'est affaiblie. Elle s'est beaucoup affaiblie. Et c'est ce renforcement maintenant que nous souhaitons pouvoir opérer avec François Hollande. Merci Darius, en direct avec Merci nous beaucoup à vous. Depuis Genève sur ces questions. Peut-être l'une d'entre elles qui a fait polémique sur l'annonce initiale par François Hollande donc du programme. On a pu penser qu'il y avait une remise en question du siège de la France à l'Organisation des Nations Unies au profit d'un siège européen. Ça, la réponse est clairement non.
Ce qui fait la singularité de la France n'est pas le plus grand pays du monde, mais c'est une puissance de taille moyenne, mais avec une vocation mondiale, au moins dans notre conception. Et qu'est-ce qui explique cette vocation mondiale de la France ? Il y a la langue française et on a beaucoup de travail à faire en matière de francophonie, alors que ça a été malheureusement souvent abandonné. Vous êtes sur la chaîne de la francophonie. Mais je m'en félicite et tout ce qu'on pourra faire pour augmenter encore la présence de la francophonie sera fait. Nous avons aussi un rayonnement, je dirais, à cause des valeurs qui sont les nôtres. La France, c'est pas n'importe quel pays et malheureusement, on l'a un peu oublié au cours des dernières années. Et puis, vous avez la présence de le poste permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'est pas question d'abandonner ce poste. Même si ce Conseil n'est plus représentatif aujourd'hui. Bien sûr, ça c'est une autre question. Nous souhaitons qu'un pays comme le Brésil, un pays comme le Japon puisse avoir un rôle permanent. Mais ça ne doit pas être du tout au détriment de la France, qui est à la fois une puissance singulière, mais j'y insiste, qui a une vocation universelle. Alors, vous avez fait un certain nombre de voyages. Dans un instant, nous verrons la situation d'ailleurs en Chine, où vous êtes allé. Vous êtes également allé au Proche-Orient, qui est le dossier de politique internationale, peut-être le plus important de ce début de XXIe siècle. Est-ce que, sur place, on anticipe une possible alternance en France et un changement politique ? Oui, je me suis rendu dans un certain nombre de pays, comme représentant de François Hollande. Je suis allé en particulier à la fois en Israël, je suis allé aussi dans les territoires palestiniens, je suis allé au Liban, je suis allé au Qatar, et dans chacun de ces pays, je dois dire que j'ai été reçu par les principaux dirigeants, et d'une façon, ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe en France, mais évidemment ils lisent les sondages, et ils voient sans aucune tristesse une possible alternance. Je suis allé également ensuite à la fois en Chine et au Japon. Au Japon, j'ai été reçu par le Premier ministre, par toute une série de ministres, etc. Et plutôt mal reçu en Chine. Voilà, alors j'ai vu venir. Ça s'est très bien passé au Japon. Et étrangement, je dois dire que c'est très étrange, en Chine, alors que c'est un pays que je connais bien, je suis moi-même professeur honoraire à Tianjin, enfin bon, il y a eu... je n'ai pas été reçu comme j'aurais dû être reçu représentant François Hollande. Et comme je suis un homme qui à la fois estime beaucoup les Chinois, mais qui pense que la France doit être respectée, eh bien, j'ai dit très courtoisement à mes interlocuteurs, écoutez, je vous vois avec plaisir, mais je vais aller au Japon voir le Premier ministre. Bon, nous aurons dans le futur de très bonnes relations, j'en suis sûr, mais la France doit être respectée. C'est vrai en Chine comme c'est vrai ailleurs. Alors, vous parliez de la Chine il y a un instant. On va faire aujourd'hui un gros plan sur la Chine avec ces Français d'ailleurs. Français d'ailleurs avec ces témoignages recueillis par l'AFP, l'agence France-Presse, auprès de Français qui vivent, des expatriés, qui vivent aujourd'hui en Chine. J'ai l'impression que tous les candidats étaient venus en 2007, Ségolène, Sarko, il y avait une espèce de... On avait besoin de se faire un peu adouber par Pékin quand on était candidat à cette époque. C'est peut-être moins le cas maintenant, je ne les ai pas vus encore. Chirac était un président très apprécié des Chinois, Sarko pas du tout. Du coup, ici, on s'intéresse moins à la politique française. Non, je crois que c'est la morosité ambiante qu'il peut y avoir en France, qui est traduite en tout cas dans les médias, qu'on lit, qu'on voit, et ça on l'a pas ici, et ça ne nous manque pas. Je ne suis malheureusement pas du tout surpris par les propositions des candidats, je trouve ça très conformiste et ça correspond vraiment à ce que je m'attendais. C'est pas forcément négatif, mais c'est juste que ça correspond. Je pense que ils sont très prudents pour l'instant, ils prennent très peu de risques. Alors on entend ce témoignage d'un restaurateur. Qui sont intéressants et qui ne sont pas faux d'ailleurs. En ce qui concerne les Chinois, je connais encore une fois très bien. Monsieur Chirac avait une bonne relation avec les Chinois, Monsieur Sarkozy pas du tout, car il a fait tout et le contraire de tout. Il fut un temps où il allait quasiment déclarer la guerre à la Chine, avec une attitude ridicule, vous avez vu, au moment des Jeux Olympiques, etc. Et puis inversement, ensuite, il s'est plus ou moins comporté comme l'immense sol. Bon, les Chinois, comme d'autres pays, aiment qu'on prenne une position, qu'ils les respectent.
qu'on défende nos intérêts et qu'on s'y tienne. La politique étrangère d'un grand pays comme la France, ça ne peut pas être des hauts et des bas imprévisibles. Et qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse de l'Europe, je pense que c'est une des fautes du gouvernement français au cours de ces dernières années, de n'avoir pas été suffisamment stable et solide. Nous voulons rétablir une politique qui serait une politique stable, qui défende nos intérêts, qui pense à nos amis expatriés, qui sont des ambassadeurs absolument magnifiques, et qui ne change pas d'avis tous les 3 mois. Laurent Fabius, à ce propos, et on va faire avec Hervé Herrault un gros plan sur cette communauté en Chine. Je voudrais vous demander, il y a un débat actuellement entre les expatriés français et ce qu'on appelle les exilés fiscaux, qui entrent dans le débat avec ces propositions de taxation faites par Nicolas Sarkozy. Oui, alors j'ai vu que M. Sarkozy, qui veut montrer qu'il n'est pas le président des riches, etc., enfin bon, mensonge de plus, tout d'un coup avait déclaré qu'il voulait taxer les exilés fiscaux. Bon, pas trop quelle est la proposition, parce que distinguer entre les uns et les autres... Ceux qui sont partis pour payer moins d'impôts, pas ceux qui ont un contrat de travail sur place. Oui. Je pense d'ailleurs que c'est un sujet qu'il doit connaître, parce qu'il en connaît quelques-uns. Mais vous voulez dire que certains de ses amis sont exilés, c'est ça ? Ne soyons pas trop précis. Je pense que la mesure... peut la comprendre, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout étudiée. Et le risque qu'il faut absolument éviter, c'est que ça se traduise par une double imposition pour les expatriés. Bon, on a déjà vu un flottement dans un autre domaine, mais j'ai été très frappé quand j'ai parlé à des expatriés français à l'étranger, avec cette mesure qui apparaissait une mesure favorable de la gratuité de l'enseignement et qui se retourne absolument contre beaucoup de nos familles, parce que les entreprises qui, jusqu'à présent, finançaient, maintenant on dit... finance plus. M. Sarkozy, dans ce domaine comme dans d'autres, avait fait des tas de promesses qu'il n'a pas tenues. Et finalement, des familles qui auraient besoin de bourses plus importantes ne l'ont pas. Bon. Donc nous reviendrons sur cette mesure qui a été mal présentée, mal votée, mal fichue. Et en ce qui concerne... C'est-à-dire que vous nous dites que si la gauche vient demain au pouvoir, elle remet en question cette gratuité pour les enfants français fréquentant les établissements. Notre idée est d'avoir un système de bourses qui tiennent compte donc de la réalité de la situation financière des familles. Les familles à ressources modestes ou moyennes doivent pouvoir avoir des bourses, mais les familles qui n'ont absolument pas besoin de financement, eh bien, elles n'ont pas de financement. Ça paraît beaucoup plus juste quand même. Alors, vous connaissez donc la Chine, vous venez de nous le dire, avec Hervé Herrault. Gros plan sur cette communauté des Français établis en Chine. Combien sont-ils ? Comment ont-ils voté ? Hervé Herrault du petitjournal.com, donc la publication pour les Français vivant hors de France, établis hors de France. Nous vous écoutons. Ce qui est vraiment frappant, Philippe, c'est la progression, l'explosion, on pourrait même dire, du nombre de Français en Chine. On a dépassé la barre des 30 000. Sur la seule année dernière, c'est plus de 10% et ils sont 4 fois plus. Ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Donc c'est absolument spectaculaire. La présence française se manifeste donc aujourd'hui, évidemment, à part l'ambassade, avec 6 consulats généraux, ce qui est évidemment beaucoup et correspond à cette augmentation de la population. Il y a également 3 lycées français à Hong Kong, Shanghai et Pékin, avec plus de 1000 élèves à Pékin. On compte au total 850 entreprises françaises qui emploient environ 250 000 personnes. Alors, où sont-ils établis ? Les principaux bassins de population, on retrouve plus de 10 000 personnes à Hong Kong et plus de 10 000 personnes à Shanghai, donc les gros bassins commerciaux. Ils sont plus de 5 000 à Pékin, la capitale administrative, et plus de 2 500 autour de Canton. Alors, autre regard, on va parler de politique également. Absolument, c'est intéressant de revenir en arrière et de regarder les résultats des scrutins présidentiels en 2007. Voici comment donc les Français établis à l'époque en Chine avaient voté. Absolument, ils ont voté très majoritairement pour Nicolas Sarkozy, au premier tour à 44%. Ségolène Royal a recueilli 30% des voix et François Bayrou 14% des voix. Et au second tour, la victoire de M. Sarkozy s'est confirmée avec un score de plus de 70%, 71%. Très large en effet. Merci pour ce regard sur cette communauté que nous saluons. Si je peux embrayer, mais bien sûr, j'allais poser la question. Compte tenu de l'importance de la Chine, il faut qu'on soit très présent en Chine, en défendant nos intérêts, mais très présent. Et l'une des choses qui fait le plus de mal actuellement, ce sont les décisions qui ont été prises autour de la circulaire Guéant. Vous avez ça à l'esprit. C'est-à-dire que le gouvernement avait décidé, revient plus ou moins là-dessus, mais pas vraiment, que les étudiants étrangers en France devaient être limités et ne pourraient pas commencer à travailler en France. Bon, ça fait un mal considérable. Et là, je suis en désaccord absolument radical avec la politique de M. Sarkozy.
Bien sûr, il faut que la France ait une certaine protection de ses frontières, on est d'accord là-dessus. Mais un pays moderne doit être capable de s'ouvrir aux autres et en même temps d'être présent chez les autres. Et c'est une vision complètement dépassée, complètement archaïque, de croire qu'on va s'en sortir en étant renfermé sur soi-même. Et que ce soit en Chine, où on a parlé de ça récemment avec des collègues français, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada ou ailleurs, l'attitude de fermeture vis-à-vis d'étudiants est apparue comme extrêmement négative. Et donc nous annulerons, je le dis clairement, cette circulaire. Question peut-être sur le réseau consulaire français, justement. Oui, absolument. Vous parlez de visa, mais c'est vrai que une des préoccupations de nos Français de l'étranger, c'est effectivement d'avoir une bonne couverture consulaire, d'avoir des consulats pas trop loin de chez eux. Bon, avec 232 postes dans le monde, la France reste réseau au monde, reste le deuxième réseau au monde après les États-Unis. Mais au fil des années, ce réseau a diminué, il y a eu des fermetures, notamment dans l'Union européenne. Alors c'est vrai que ça s'est redéployé un petit peu sur les pays émergents, notamment la Chine dont on a parlé. Mais c'est vrai que ce resserrement pose des problèmes de proximité pour nos Français expatriés. Alors que faites-vous si vous êtes aux affaires, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'est de savoir est-ce que vous seriez favorable à un moratoire sur la fermeture des consulats et soutenez-vous également la création possible d'ambassades ou de consulats européens ? Alors, il y a eu depuis 5 ans une restriction considérable des moyens, d'une façon générale, du Quai d'Orsay. Bon. Je sais bien qu'il y a des difficultés d'ensemble financières qu'il ne faut pas cacher, mais c'est une vision extrêmement courte de croire qu'on va pouvoir accélérer le rayonnement de la France en fermant toute une série de postes. Et c'est vrai pour les consulats, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. On a considéré que les diplomates, au fond, on n'en avait pas besoin. Et il y a une espèce de mépris qui a créé d'ailleurs un très mauvais climat vis-à-vis de tout ce qui est la diplomatie française. Nous sommes d'avis de revenir, je le dis clairement, sur cette tendance qui n'est pas bonne du tout. Donc, à la fois d'avoir des moyens supplémentaires, pas partout, il ne faut pas être démagogique, mais enfin là où c'est essentiel, et en Chine on a un exemple, bon, compte tenu de l'amplification et du développement de ce pays, mais plus généralement, nous sommes d'accord, et ce serait une rupture avec ce qui se pratique actuellement, pour que la capacité des diplomates soit reconnue. Alors qu'avec le gouvernement actuel, j'allais dire précédent, au fond, tout ce qui est compétence, on le conteste. Non, il y a une vraie compétence en matière de diplomatie qu'il faut savoir respecter. Merci Hervé, on vous retrouvera la semaine prochaine. Autre regard, on a beaucoup parlé d'Europe au cours des dernières semaines, Schengen, etc. Et je vous propose de nous rendre dans le bureau de l'AFP à Bruxelles. Nous allons retrouver Alain-Jean Robert qui est avec nous. Alain-Jean Robert, est-ce qu'on a beaucoup commenté l'intrusion du débat européen dans la campagne française ? Et quelles seraient les questions que vous poseriez à Laurent Fabius ? Bien, à Laurent Fabius, bonjour Monsieur Fabius. J'ai une question sur le pacte budgétaire, le pacte de discipline budgétaire. François Hollande, s'il est élu président, a promis de renégocier ce traité. Or, chacun sait qu'une renégociation des traités est une chose très difficile à 27, même si ce pacte concerne en fait 25 des 27 États de l'Union. Alors, j'aimerais avoir des petites précisions là-dessus parce que pour l'instant, ce que j'ai entendu ne me satisfait pas. Est-ce qu'il s'agira d'une modification cosmétique, si j'ose dire, ce qu'on avait vu par exemple avec le pacte, est-ce qu'il s'agira simplement d'ajouter le mot croissance au mot pacte budgétaire, ou s'agira-t-il Alors, soyons précis. Il y a un texte qui est ce qu'on appelle un pacte de stabilité, qui met l'accent sur le sérieux budgétaire qui est nécessaire. Bon, bien sûr, on a besoin de sérieux budgétaire, en particulier la France, compte tenu des déficits abyssaux qui sont les siennes depuis quelques années. Maintenant, ce qui manque, et vous l'avez souligné, c'est la dimension croissance. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Vous avez entendu que des personnalités comme M. Mario Monti, comme d'autres encore, disent « Attention, s'il n'y a pas de croissance, on ne pourra même pas arriver à respecter les équilibres budgétaires. » Donc ce que veut faire François Hollande, et je vais vous en dire un mot, dès le changement de gouvernement, si bien sûr les Français nous font confiance, c'est de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire le sérieux budgétaire, oui, mais il faut des éléments concrets en matière de croissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les fameuses eurobonds dont on a parlé, qui permettraient d'équilibrer les choses et de faire redémarrer un certain nombre de choses. Ça veut dire que la croissance, il faut qu'à chaque fois que les responsables européens se rencontrent, il faut qu'il y ait des décisions concrètes prises sur la croissance en matière d'harmonisation fiscale. Si vous avez
uniquement le sérieux budgétaire et pas la croissance, ce sera une catastrophe. Le dernier point que je voudrais souligner, je réponds ainsi à une des premières questions que vous avez posées, c'est que ces affaires internationales vont être vraiment au premier rang. Songez que si François Hollande est élu, il doit, dans la 3e semaine de mai, aller à Camp David pour le G8 avec M. Obama. Dans la foulée, directement, toujours la 3e semaine de mai, le sommet de l'OTAN, où notamment l'affaire de l'Afghanistan va être traitée. Le mois suivant, au mois de juin, il aura dû auparavant avoir contact avec Mme Merkel, mais au mois de juin, vous avez à la fois une réunion du G20 qui a lieu au Mexique, et dans la foulée, une réunion de la grande conférence sur l'environnement, et à la fin du mois de juin, la réunion sur le pacte européen. Donc ça veut dire que ces questions, nous sommes en train, en ce moment même, de les préparer pour que, si les Français nous font confiance, immédiatement, sans perdre un instant, nous embrayons sur les affaires internationales. International très chargé. Vous avez parlé à l'instant de l'OTAN. Je crois que ça renvoie une question que vous vous posiez, et Laurent Fabius y répond rapidement. Oui, parce qu'à Bruxelles abrite non seulement une grande partie des institutions européennes, mais c'est aussi le siège de l'OTAN. Et j'avais une question à propos du prochain sommet de l'OTAN au mois de mai à Chicago, où ira M. Hollande s'il est élu président de la République. Alors, une des questions, ça sera l'Afghanistan, vous en avez parlé, ça sera aussi la question du bouclier antimissile, auquel tiennent beaucoup les Américains, qui effraie les Russes. Je voudrais savoir deux choses. Est-ce que la France participera au moins financièrement à ce bouclier, et est-ce que certains pays, notamment l'Allemagne, estiment que ce bouclier devrait à terme remplacer la dissuasion nucléaire? Quel est votre soyons précis. Sur le deuxième point, est-ce que nous admettons que ce bouclier peut remplacer la dissuasion nucléaire? Pour nous, la réponse est non. C'est clair. La base même de la défense de la France est une base nucléaire, vous le savez. Et tant que les autres pays n'auront pas eux-mêmes changé leur doctrine, mais on n'y est pas encore malheureusement, nous voulons absolument garder la dissuasion. Ce qui signifie que la défense antimissile peut être conçue comme un complément, mais en aucun cas comme une substitution. Je suis clair. Donc la France gardera cette force de frappe. Absolument. Merci pour ces questions depuis le bureau de l'AFP avec Alain Jean Robert, et nous retrouverons d'autres bureaux de l'agence France Presse au cours de l'émission. Cette question encore, puisque l'on parle de l'Europe, et ça ne va pas vous étonner, elle vient de Grèce. C'est Marie-Noël qui nous écrit de Grèce pour nous dire: doit-on continuer avec une Europe qui ne connaît que les chiffres froids et n'a aucune vision pour les peuples hormis les équilibres budgétaires, nécessaires évidemment, mais loin d'être suffisants? Raison. Moi, je suis européen de cœur, mais c'est vrai que le fonctionnement de l'Europe n'est pas du tout satisfaisant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais pris la position que j'avais prise au moment de Constitution européenne. Je voyais les difficultés s'accumuler et je me disais, malheureusement, je n'ai pas du tort, si je puis dire, que si en plus on mettait tout ça dans la Constitution, on n'arriverait à rien. Bon, il faut donc à la fois faire preuve de sérieux budgétaire, ça tout le monde est d'accord, mais donner autre chose, un vrai contenu. On a dit en matière de croissance, en matière sociale. Et il y a un point sur lequel nous travaillons en ce moment, qui est un point assez nouveau, qui à mon avis peut être l'origine d'un vrai succès, c'est d'arriver à donner un contenu en matière énergétique, à la construction européenne. Vous vous rappelez qu'au départ, l'Europe s'est faite autour du charbon et de l'acier. C'est clair. Bon, ça c'est derrière nous. Mais nous sommes, tous les pays d'Europe, embarqués dans la même galère. Nous sommes consommateurs, importateurs d'énergie massivement, en particulier vis-à-vis de l'URSS, de la Russie, excusez-moi. Et il serait meilleur d'avoir des espèces de centrales d'achat pour diminuer les prix. Deuxièmement, nous avons besoin d'économies d'énergie partout. Nous avons besoin d'améliorer les formules qui permettent des connexions entre réseaux. Nous avons besoin d'un travail de grandes entreprises européennes ensemble. Donc, l'une de nos propositions sera de redonner corps à une vraie Europe de l'énergie. À propos d'énergie et d'environnement, peut-être un mot. C'est un thème qui a disparu du débat présidentiel. Il est beaucoup moins présent. Et pourtant, il est très important. Bon. Je reviens du Japon, où nous avons parlé de Fukushima. Et on voit bien que dans beaucoup de pays, il y a un rééquilibrage qui se fait. Alors, en France, vous avez trois positions. Vous avez la position de M. Sarkozy consistant à dire tout nucléaire, en gros, 80% nucléaire.
vous avez la position des écologistes qui disent on veut plus de nucléaire, et vous avez la position qui me paraît raisonnable de François Hollande disant nous avons beaucoup de nucléaire, c'est une force, mais nous ne voulons pas du tout nucléaire. Et donc nous allons passer de 75% petit à petit à 50%. Alors dans cette émission diffusée dans le monde entier, je le disais, et notamment en Afrique, bien sûr ce continent prend une place importante dans le débat. Quelques questions auxquelles vous allez répondre. Nous retrouvons Denise Epoté-Durand. Denise, quelles sont les questions que vous aimeriez poser à M. Fabius? Avec le discours de La Baule qui conditionnait l'aide à l'ouverture démocratique. Sous François Mitterrand. Sous François Mitterrand, c'était en 91, si je ne m'abuse. La gauche avait été à l'origine d'une certaine rupture dans la relation France-Afrique. Or, dans les faits, il n'y a eu aucun changement notable. 21 ans plus tard, vous entendez rénover en profondeur votre relation avec l'Afrique. En quoi consistera-t-elle cette rénovation? D'abord, en rompant avec le scandaleux discours de Dakar. Vous citez La Baule, qui était un grand discours l'homme africain qui n'est pas entré Mitterrand. Suffisamment dans l'histoire. Dakar, vous avez raison de le souligner, c'est M. Sarkozy disant l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. C'est une conception non seulement choquante d'un point de vue historique, mais injustifiable, et qui fait encore des dégâts aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le mesurer en discutant avec quelques amis africains en Afrique récemment. Donc nous, ce n'est pas ça. Nous pensons que le continent africain, c'est un continent qui a une grande perspective, mais qu'il faut, et c'est le mot-clé, que les relations soient faites sur une base d'égalité. Pas de paternalisme. Un partenariat. Un partenariat, une égalité. D'abord, quand on regarde le développement d'un certain nombre de pays d'Afrique récemment, il y a un développement qui est très très spectaculaire, pas de tous. Bon, et nous voulons donc ce partenariat, et nous voulons, en tant que Français et internationalistes, aider à ce partenariat, appuyer ce partenariat, ce qui est d'intérêt de l'Afrique et aussi du nôtre, soyons clairs. Bon, et évidemment, nous avons un tropisme particulier vis-à-vis de la défense du respect de la personne humaine. Et donc, nous ne serons pas dans en recherchant ce qui s'est fait il y a 50 ans, 25 ans, etc. Mais nous ferons très attention à appuyer, évidemment, les pays qui vont dans le sens du respect des droits. Mais ce qu'on constate malgré tout, c'est que malgré les engagements pris par la France lors des différents sommets du G8 et du G20 sur l'accroissement de l'aide publique au développement qui devait atteindre les 0,7%, rien n'a été fait. Est-ce que comment la gauche entend-elle se démarquer? Quand on dit 0,7%, on case un petit peu dans le chiffre des choses qui n'ont rien à voir. Donc il faut mieux être honnête et dire voilà, nous en sommes à un certain niveau, nous allons faire en sorte que ce niveau augmente, mais pour nous c'est une des priorités. Je dirais pas seulement par altruisme, mais aussi, j'allais dire presque par égoïsme, parce que c'est notre intérêt aussi à nous, Français, citoyens du monde, que l'Afrique se développe harmonieusement. On nous parle sans cesse de problèmes d'immigration, etc. Mais la première chose, si nous voulons qu'il n'y ait pas de déséquilibre, il faut que nous aidions ces pays à se développer eux-mêmes. Ça me paraît une évidence forte. Alors, dernière question, François Hollande n'a pas prévu de se rendre en Afrique d'ici le premier tour, mais en son nom, vous vous êtes rendu récemment au Gabon, vous avez rencontré le président Ali Bongo. Alors, ce qu'on constate, c'est que depuis Omar Bongo, pour la gauche, pour la droite et même pour l'extrême droite, la destination Libreville est incontournable. Alors, la réalité, parce qu'on a dit des choses un peu fausses là-dessus, la réalité, c'est que j'ai donné récemment 2 séries de conférences au Gabon, au Togo et au Bénin. Bon. Et c'était des conférences dans le cadre de HEC, pour être précis. Donc, on me l'avait demandé comme d'autres grands responsables politiques le font. J'ai donc tenu des conférences sur la situation internationale. Bon. Et par courtoisie, comme c'est la pratique, j'ai rendu visite au pluriel, président de la République de ces pays. Bon. Et donc, notamment au président du Gabon. Voilà, nous avons parlé de choses et d'autres, de la situation. Et je pense, je ne vais pas apporter de jugement, mais les observateurs constatent quand même que la situation n'est pas la même que celle qui existait lorsque, et je reprends l'expression du président actuel, de son prédécesseur, qui se trouvait être son père, enfin qu'il appelle son prédécesseur. Bon, donc je ne porte pas de jugement là-dessus. Je crois que l'objectif qui doit être celui de la France, avec le nouveau gouvernement, c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire le dialogue, l'échange, l'égalité, le partenariat et
la transparence, ce qui changera les choses. Ça changera. Merci Denise pour ces questions sur l'Afrique. Laurent Fabius, peut-être encore un mot. Au moment où nous parlons sur ce plateau, les massacres continuent en Syrie. Il faut toujours laisser la chance à la diplomatie, ou est-ce que si vous étiez aux affaires, si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, vous choisiriez une autre option, peut-être celle d'une intervention? Une intervention, c'est très difficile parce que on ne peut pas intervenir sans avoir le soutien des Nations Unies. Donc c'est toujours le passage par la diplomatie, même si la Chine et la Russie bloquent. Or, vous savez que la Chine et la Russie bloquent et qu'elles doivent être, j'allais dire, mises en accusation de ce point de vue-là. Mais deux remarques là-dessus. D'abord, quitte à retourner le couteau dans la plaie, je pense vraiment que c'était une faute de demander à M. Bachar el-Assad, criminel notoire, on vient de le voir, de présider les cérémonies du 14 juillet 2008 à Paris. Bon, ça, c'est une faute. Maintenant, pour aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'ensemble des populations civiles, des ONG, de tous ceux qui ont quelque chose à dire, se mobilisent pour dire, non seulement aux Syriens, enfin M. Bachar el-Assad, mais aussi aux Russes et aussi aux Chinois, que ça a assez duré. Il y a en particulier en France, demain, des manifestations dans toute une série de villes pour dire halte au massacre. J'ajouterai à titre personnel, étant très sensible à ces questions, que je considère que M. Bachar el-Assad devra être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour les crimes qu'il a commis. Merci Laurent Fabius, merci d'être venu sur le plateau de France 2012. Nous allons dans quelques instants recevoir un autre candidat qui va donc présenter son programme. Avant cela, le florilège des petites phrases ou des moments de la semaine, et bien sûr, avec Sylvie Reban, c'est sans commentaire.